suis ravi de vous présenter en quelques mots, et je laisserai la parole à mes collègues ensuite, pour vous présenter cette 3e édition de l'aide-mémoire en addictologie. Voilà près d'une vingtaine d'années que nous travaillons, un certain nombre de professionnels et maintenant aussi d'usagers, à l'édition, tous les 5 ans, d'un aide-mémoire sur l'addictologie. Un aide-mémoire, ça dit bien son nom. Il s'agit de réunir, de rassembler, de capitaliser tous les savoirs qui sont enrichis au fur et à mesure. Il n'y a pas si longtemps, parce qu'en réalité, il y a quelques décennies, on ne savait absolument rien sur les questions de toxicomanie, d'addiction, mots qui se sont succédés ensuite. Nous ne savions rien, mais l'expérience nous a permis de comprendre des choses, l'expérience française, l'expérience internationale aussi, européenne en particulier, les expériences de métier, mais aussi les savoirs expérientiels des usagers. C'est sur ce point sans doute que la 3e édition de l'aide-mémoire en addictologie est la plus remarquable, parce que nous sommes aperçus combien cette association des savoirs expérientiels des usagers avec les savoirs professionnels ouvrait un champ, ouvrait des perspectives comme jamais en matière d'addiction, non seulement pour comprendre, mais aussi pour agir et pour intervenir, et pas de façon superficielle, mais de façon profonde, sachant qu'il n'y aura de toute façon de changement et de modification de ces problématiques addictives dans notre société, très liées aux modes de vie qui sont les nôtres depuis 2, 3, 4 décennies, que si nous sommes capables d'avoir des pratiques qui portent réellement des transformations sociales et qui ne sont pas simplement là pour cautériser quelques plaies et apporter quelques soulagements à certains. Il y a une nécessité de réfléchir à notre société face aux drogues, face aussi aux comportements dérégulés avec les objets de la modernité. Il n'y a pas que les produits, mais il y a en particulier les produits. Donc c'est un aide-mémoire d'addictologie, ce qui veut dire que c'est un livre qu'on peut lire, même s'il est épais, en une seule fois, mais c'est un livre où on peut aller butiner en fonction de ses besoins, de ses désirs, chapitre par chapitre ou partie par partie. On l'a construit en 5 parties, une partie sur les fondements, c'est-à-dire aussi bien les dimensions historiques anciennes que les débats très modernes autour de la société addictogène, autour des nouvelles définitions de l'addiction, une partie sur ce qu'on appelle les conduites, et où on a développé ce concept d'objet d'addiction, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi bien les écrans qui posent question que les jeux d'argent, par exemple, ou d'autres comportements. Une partie sur la clinique des addictions, avec les points de passage classiques sur l'adolescent, le monde du travail, l'attachement, et puis les débats plus récents autour de le psychotrauma, qu'est-ce que le processus de l'addiction. Et on termine par 2 parties indispensables, la partie sur les soins, où bien sûr les soins, les thérapies sont listées, mais aussi tout le travail autour du pouvoir d'agir et du rétablissement coécrit avec des usagers est mis en lumière, et la partie sur les réponses politiques, prévention, éducation et bien sûr régulation pour sortir de la pénalisation de la loi de 70. Dans la 3e partie de l'ouvrage, qui s'intitule Clinique des addictions, j'ai vraiment le plaisir et le grand intérêt d'avoir participé à l'écriture du chapitre Travail et addiction. Alors, je trouve que c'est extrêmement intéressant que ce soit dans cette partie clinique des addictions, parce que justement le parti pris de cet article, c'est de s'intéresser à la fois à la question du travail dans ses interrelations avec les addictions, dans une approche clinique. Et l'idée, c'est à la fois en reprenant une perspective historique de cette question travail et addiction, une perspective historique de la prévention, c'est d'ouvrir la réflexion et l'action non plus uniquement du côté de l'addiction-problème par rapport au travail, mais du côté aussi de l'ensemble des consommations de psychotropes et des addictions qui peuvent être des ressources pour travailler. C'est vraiment là où on voit tout l'intérêt d'une approche clinique, ça permet de mettre à jour ces dimensions-là. L'intérêt aussi serait, de mon point de vue, serait pour chacune des questions ou des concepts mobilisés dans cette partie, d'aller voir ce qui est de l'ordre de la réduction des risques, ce qui est de l'ordre du psychotrope, dans les autres chapitres.
Rétablissement, c'est l'idée qu'on peut aller mieux, c'est l'idée qu'on peut se remettre, c'est l'idée d'avoir de l'espoir, de ne pas rester coincé là où on est, de s'imaginer un avenir, d'aller vers l'avant. Dans la notion de rétablissement, en fait, c'est les personnes concernées qui en parlent le mieux et qui savent qui produisent et des savoirs sur leur vie avec des troubles psychiques ou avec la maladie. Et là, c'est une vie avec l'usage de drogue. C'est pour ça que la notion de savoir d'expérience vécue, de savoir expérientiel est importante. Et à amener notamment à des professionnalisations et à des participations et des engagements de personnes concernées à l'intérieur des systèmes de soins et à l'intérieur des systèmes d'accompagnement. Je m'appelle Robert Fischer et je suis la personne concernée dont vient de parler Emmanuel, personne concernée en addicto, voilà, avec un parcours de rétablissement. J'ai été usager à double titre, usager de drogue et usager du système de soins. Et maintenant, le système de soins, j'y travaille. En fait, et je travaille même dans le centre où je me suis soigné il y a à peu près 9 ans. Je suis médiateur de santé père. Et je vois un peu ce boulot comme quelqu'un qui a parcouru un chemin en rétablissement, qui le parcourt encore, et qui fait demi-tour, qui revient sur ses pas, et qui accompagne d'autres personnes qui, eux, peut-être ne sont qu'au début de ce chemin, ou sont en plein milieu, à des étapes en amont de là où j'en suis moi. J'ai contribué à la rédaction du chapitre sur la promotion de la santé, un chapitre qu'on a remis dans cette 3e édition, qu'on a retravaillé, notamment pour la réinscrire à l'origine de la prévention des addictions, puisque la prévention des addictions trouve aussi ses fondements, ses référentiels dans le champ de la promotion de la santé. On a clarifié des questions comme l'éducation à la santé, éducation pour la santé, prévention de l'offre, prévention de la demande, et puis quelques aspects méthodologiques sur ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Un chapitre qui a mettre au regard aussi des chapitres qui ont été rédigés par d'autres co-auteurs, notamment autour des programmes de prévention, des méthodes efficaces, mais aussi de la régulation, puisque parfois on peut penser que la question de la prévention et la question de la régulation des usages sont éloignées l'une de l'autre. Or, pas du tout. Les deux sont tout à fait liés. Donc je vous encourage vivement à lire de toute façon l'ensemble de ce travail, et notamment le chapitre sur la promotion de la santé. Il y a 2 chapitres qui sont novateurs dans ce livre. Il y a un chapitre sur la réduction des risques qui n'est plus casé au milieu de nulle part, mais qui est dans les fondamentaux de la dictologie, qui redéfinit la réduction des risques comme la clé de voûte de la dictologie, où les professionnels sont plus là pour faire arrêter les gens, mais pour accompagner l'usage et les usagers. Et puis il y a un nouveau chapitre également dans ce livre qui est sur l'autosupport et l'entraide entre usagers, pour montrer que l'autosupport est là pour résoudre un besoin que les dispositifs ne résolvent pas, par exemple la cigarette électronique produite par les papoteurs ou l'entraide sur la réduction des risques produite par Psychoactif. Eh bien, il faut absolument lire le nouvel aide-mémoire d'addictologie coordonné par Jean-Pierre Coutron et Alain Morel, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un ouvrage fondamental parce qu'il arrive à nous expliquer toute la complexité des addictions et toute la nécessité d'y répondre de manière coordonnée, transdisciplinaire et en articulation étroite avec le désir, la volonté des patients qui doivent être évidemment associés à cette dynamique collaborative. C'est un point important parce que le terme addictologie peut laisser entendre qu'il va y avoir une discipline médicale où il y a des savants qui soignent des patients. Là, notre dynamique est totalement différente, c'est une véritable révolution et je pense que dans le champ des addictions, sous cet angle, nous sommes un peu en avance et peut-être que nous arrivons à annoncer ce qui va se faire passer de plus en plus en médecine avec la démocratie sanitaire, c'est-à-dire un élan collectif, collaboratif ou professionnels, quel que soit leur métier d'origine, mais aussi patients, entourage des patients, réfléchissent ensemble à des manières de vivre de façon moins douloureuse. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être associé à un chapitre sur l'alcool, qui est une des plus anciennes addictions qui existent dans l'humanité. Et je pense qu'en lisant ce chapitre, on comprendra mieux comment les addictions font partie en fait, d'une société, d'une culture extrêmement ancienne dans l'évolution de notre espèce, de l'espèce humaine, et comment du
coup, on doit mener une réflexion sur comment arriver à vivre avec, comment réduire les risques, comment faire en sorte qu'on ne souffre plus de ce problème-là sans imaginer qu'il va pouvoir être réduit à néant. Et je suis vraiment très heureux d'avoir participé à cette belle aventure collective parce que précisément c'est une aventure collective qui est tout à fait fidèle aux idéaux qu'on a à la Fédération Addiction, c'est-à-dire des idéaux de militantisme, d'évolution sociétale, de partage, d'échange, de non-hiérarchie et de réflexion collective. C'est une intelligence collective à l'œuvre avec un joli bouquin, une jolie pochette et des auteurs qui sont absolument remarquables et à côté desquels il ne faut surtout pas passer.